Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que les membres de votre famille. Alors pour cette séance, je vous propose d'entamer une leçon de langue concernant les figures de style. Je me présente d'abord, je m'appelle Hind El-Rachidi, je suis enseignante de français. Alors cette séance sera bien sûr une séance de révision. Alors je vous propose comme objectif d'apprentissage de vous amener à consolider vos acquis, quant d'abord à l'identification de certaines figures de style et également à distinguer l'effet sémantique de ces figures de style. Alors, commençons d'abord par les figures d'insistance. Comme son nom l'indique, ces figures servent à quoi? Servent à insister. L'auteur cherche à mettre en valeur soit un terme, soit une idée, soit une expression. Pour ce, il va insister sur cette idée-là de façon qu'elle soit retenue, qu'elle soit acquise par le lecteur. Pour ce, on a deux figures de style. On a d'abord l'anaphore et l'accumulation. L'anaphore, comme vous voyez dans l'exemple, c'est le fait de répéter un terme. Là, vous avez ces deux verbes-là. Alors, vous avez « Pourquoi faut-il que je m'endorme ?» Pourquoi faut-il que la nuit me dévore? Alors, dans ces deux vers-là, comme vous venez de voir, on a la répétition de l'expression « Pourquoi faut-il » Elle est répétée à deux reprises, c'est-à-dire que le poète essaie de mettre en valeur cette expression en la répétant à deux reprises. Alors, cette figure de style qui consiste à répéter s'appelle l'anaphore. Alors, on pourrait insister également sur une idée, pas en la répétant, mais en cherchant tout un jargon ou bien tout un champ lexical par rapport à cette idée-là. Là, comme c'est l'exemple de l'accumulation. Alors, regardez dans cet exemple, des liquides rouges, verts, bruns, jaunes, de toutes les nuances. Comme vous venez de voir, l'auteur dans cette phrase, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a essayé d'insister sur les couleurs parce qu'il est en train de faire une description. Alors pour décrire et pour insister sur les couleurs dans cette description, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a proposé une accumulation, c'est-à-dire une énumération de plusieurs mots qui se rapportent au même champ lexical qui est celui des couleurs ou bien des nuances. Passons maintenant vers les figures d'atténuation. Alors, l'atténuation, c'est le contraire de l'exagération. Si on utilise l'hyperbole pour exagérer une réalité, là, l'atténuation, on essaie vraiment de l'atténuer, de la rendre plus simple, de la rendre vraiment plus appréciée, plus retenue par notre locuteur. Alors, par notre interlocuteur, pardon. Alors, pour ce, on aura l'euphémisme et la litote. Alors, l'euphémisme, c'est le fait que lorsque il s'agit d'une réalité vraiment, on va dire, ou bien d'une situation vraiment désagréable, ou bien d'une réalité choquante. Et on essaie de présenter cette réalité choquante, mais vraiment de façon adoucie, pour ne pas choquer l'autre. Alors, on utilise l'euphémisme. Alors, quand vous avez dans l'exemple, imaginez que vous voulez présenter, vous voulez dire, ou bien vous voulez annoncer à une personne que quelqu'un de ses proches est mort. Vous n'allez pas lui dire « telle personne est morte ». Ça va être un peu choquant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait utiliser la figure de l'euphémisme. Je vais dire la même réalité, mais je vais la dire d'une façon vraiment adoucie. Je vais dire par exemple, cette personne-là a rendu l'âme à Dieu. Alors, ce qui est vraiment très simple à dire est vraiment très atténué. Je ne vais pas choquer la personne du premier coup. Je vais le dire vraiment de façon simple, adoucie, pour que l'autre puisse accepter vraiment cette situation qui est vraiment désagréable et choquante aussi. Alors, également, quand quelqu'un ne travaille pas, c'est un chômeur. Alors, au lieu de dire à une personne, « Ah, cette personne-là, c'est une chômeur » ou bien « c'est un chômeur », alors c'est un peu choquant, c'est un peu blessant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait utiliser également l'euphémisme et je vais dire, alors cette personne-là est un demandeur d'emploi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche du travail. C'est une personne qui est en train de chercher, de demander du travail au lieu de dire
un chômeur. Alors c'est ça le rôle de l'euphémisme, c'est présenter cette réalité qui n'est pas bien sûr bonne, mais de la présenter de façon atténuée pour ne pas choquer l'autre et pour ne pas également le blesser. Alors une autre figure d'atténuation consiste à la litote. Alors la litote c'est quoi? La litote, c'est le fait que vous aurez une situation plutôt agréable, quelque chose de très bon. Mais vous ne voulez pas le présenter de cette façon-là, vous voulez atténuer cette réalité-là. Là, vous allez utiliser la litote. Imaginez que vous êtes devant quelqu'un qui est très intelligent. Alors, comment vous allez lui dire ça? Vous ne voulez pas lui dire qu'il est très intelligent. Vous voulez lui dire cette réalité, mais de façon atténuée. Comment vous allez le faire? Vous allez utiliser la négation. D'accord? Vous allez renverser la phrase, c'est-à-dire vous allez passer d'une phrase affirmative vers la négation sans que vous changez le sens de la phrase. Je vais garder toujours la même signification. Alors, quand vous venez de voir, au lieu de dire « tu es intelligent », je vais lui dire « tu n'es pas stupide ». Alors, puisqu'il n'est pas stupide, bien sûr, il est intelligent. Alors maintenant, passons à un petit exercice d'application pour consolider nos acquis quant à ces 4 figures de style qu'on a travaillé jusqu'à présent dans cette séance de révision. Alors d'abord, je vais vous lire les phrases. La première phrase, le tigre, le lion et le panthère sont des carnivores. Alors regardez, on a énuméré 3 animaux qui sont du champ lexical des animaux carnivores. La phrase B, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Alors, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de cette phrase? Il y a la répétition de l'adverbe toujours en tête de toutes ces expressions-là, de la même phrase. La phrase C, ton travail n'est pas mal. Quand tu dis à quelqu'un que son travail n'est pas mal, ça veut dire tout simplement qu'il a fait un bon travail. Au lieu de lui dire que tu as fait un bon travail, je vais lui dire ton travail n'est pas mal. Et finalement, vous avez les non-voyants ont besoin de notre aide. Les non-voyants sont qui? Alors bien sûr, les non-voyants sont les personnes qui sont incapables de voir, sont les aveugles. Au lieu de dire à une personne aveugle, on va lui dire un non-voyant. D'accord? Alors j'espère que vous avez trouvé les réponses. Bien sûr, il s'agit pour la première phrase d'une accumulation, puisqu'on a cité 3 animaux appartenant au même champ lexical. La deuxième phrase, c'est une anaphore, puisque j'ai répété le même mot. Et la phrase C, c'est une litote, et la négation en épreuve. Et la phrase D, c'est de l'euphémisme, puisqu'on a présenté une réalité, mais avec d'autres expressions plus atténuantes. Alors, passons maintenant vers les figures de substitution. Alors, le mot substitution vient du verbe substituer, qui veut dire remplacer. On va maintenant travailler sur une figure qui consiste à remplacer un mot par un autre ou bien remplacer un mot par toute une expression. Et généralement, les figures d'insistance permettent de créer un univers fantastique, de susciter chez le lecteur, de susciter chez lui un sentiment, je vais dire, d'angoisse, un sentiment de surprise, un effet de suspense, et on utilise surtout ces figures de style dans les récits fantastiques. D'accord? Alors, on a 3 figures de substitution, sont bien sûr les figures les plus importantes, il en existe bien sûr d'autres. Alors d'abord, vous avez la métonymie. Alors, quand vous voyez donc l'exemple, j'ai lu un Molière. Alors, vous connaissez bien sûr Molière. Molière, c'est un dramaturge français du XVIIe siècle. Il est déjà mort, c'est un auteur. Alors, comment je pourrais lire un auteur? Là, on a remplacé un mot par un autre. On a remplacé quel mot? Normalement, la phrase était autrement. Il fallait dire « J'ai lu, par exemple, Le bourgeois gentilhomme », qui est une œuvre de Molière, une comédie
de Molière. Là, on a remplacé le nom de l'œuvre par le nom de l'auteur. Alors, cette figure de style s'appelle la métonymie. Alors, je remplace un mot par un autre à la seule condition qu'il existe une relation logique entre les deux mots, comme ici Molière et l'œuvre. Alors, quand il s'agit de cette relation logique, on parle de métonymie. Alors bien sûr, ça permet de donner un peu de suspense parce qu'on ne connaît pas quelle œuvre de Molière vous avez lu. Molière a écrit vraiment une panoplie de comédies. Alors passons maintenant vers la seconde, ou bien plutôt la deuxième figure de style, de substitution. Alors, il s'agit bien évidemment de la synecdoque. La synecdoque et la métonymie sont vraiment très proches l'une de l'autre. On disait même que la synecdoque est une sorte de métonymie. Alors, la seule distinction est au niveau de quoi? C'est le fait que la synecdoque se base sur le fait de remplacer un mot par un autre à la seule condition qu'il existe bien sûr cette relation logique, mais qu'il existe une relation d'inclusion, c'est-à-dire la partie pour le tout ou bien le tout pour la partie. On explique. Alors prenons l'exemple. Il y a des voiles à l'horizon. Il y a des voiles. Alors, quand vous dites les voiles ne sont qu'une partie du bateau. C'est la partie que vous voyez à travers la flèche. Alors, quand je dis je vois des voiles, c'est pour dire que je vois un bateau, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a cité un élément, une partie plutôt, de tout un élément pour le désigner en fin de compte, d'accord? Et ça donne du style à notre façon de parler. Je pourrais dire par exemple, dans cette salle, il y a 3 têtes, par exemple, d'accord? Est-ce que dans la salle, on pourrait imaginer qu'il n'y aurait que des têtes? Bien sûr que non. Là, on a cité une partie pour désigner ou bien pour dire que dans cette salle, il y a 3 personnes ou bien 3 individus. Alors, on a cité une partie pour désigner le tout, c'est-à-dire toute la personne. Là, quand j'utilise une partie pour désigner le tout, je suis au niveau de la synecdoque. Ça pourrait être le contraire, c'est-à-dire je pourrais désigner le tout et là, en fait de compte, moi, je ne veux qu'une partie. D'accord? Ça pourrait y arriver. Je dis par exemple, le train émet du feu. Le train émet, je dirais, de la fumée. Pardon. Alors, si je dis le train émet de la fumée, est-ce que tout le train va émettre de la fumée? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui émet la fumée au niveau du train? C'est juste la partie de la cheminée, de la locomotive. Alors ici, on a cité tout le train alors qu'on veut qu'une partie de ce train-là qui est la locomotive. Alors ici, comme vous venez de voir, soit je cite la partie, je veux le tout, soit je cite le tout alors que je ne veux qu'une partie et c'est une relation d'inclusion. Alors ça, c'est la synecdoque. Je dis également, par exemple, je vois des ailes qui s'envolent. Est-ce que les ailes vont s'envoler tout seuls? Bien sûr que non. Il fallait dire que je vois, par exemple, un pigeon qui s'envole. Alors, j'ai cité les ailes, alors que moi, je veux désigner tout l'animal. Alors, c'est ça, là, la synecdoque. Passons maintenant à la périphrase, qui base également sur cette caractéristique de substitution ou bien de remplacement. Vous avez « je passe mes vacances à la ville rouge ». Alors, la périphrase demande un peu de culture générale. Ce n'est pas évident de connaître toutes les périphrases que nous avons. Alors, la ville rouge, pour nous les Marocains, bien sûr, on va savoir, dès qu'on entend de la ville rouge, on va savoir bien sûr qu'il s'agit bel et bien de la ville de Marrakech. Alors, on a remplacé un mot qui est Marrakech par une expression qui signifie ou bien qui désigne la même chose, c'est-à-dire la même ville. Je pourrais dire par exemple, je passe mes vacances au pays au soleil levant. Alors, nous les Marocains, ça va nous être difficile de savoir qui est ce pays-là. Alors,
le pays au soleil levant. Alors, il s'agit bien évidemment du Japon. Je dis, je passe mes vacances à la capitale spirituelle du Maroc. Il s'agit ici de la ville de Fès. Ce sont des expressions, alors assez longues, qu'on utilise pour désigner un seul mot qui est, comme vous venez de voir ici, la ville de Marrakech. Je dis par exemple, le roi des animaux. Là, je parle bien évidemment du lion. Ce sont des expressions très connues qu'on utilise, qui font partie de notre culture générale et de notre dire et de notre parler aussi. Alors, un petit exercice pour consolider et pour faire une application. Vous avez, je vais vous lire les phrases. La phrase A, j'ai vu un Picasso. Picasso, c'est un peintre. Alors, j'ai vu un Picasso. Le vélo a crevé. Il rencontre de nouveaux visages. Je suis un apprenant de la langue de Molière. Alors, j'espère que vous avez pu retrouver les réponses. Est-ce qu'il s'agit ici de métonymie, de synecdoque ou bien de périphrase? Alors, reprenons les phrases. J'ai vu un Picasso. On ne pourrait pas voir Picasso. Picasso est déjà mort. Mais on voulait dire ici que nous avons vu, par exemple, une toile ou bien un tableau de Picasso. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a remplacé l'œuvre par le peintre. C'est quelle figure de style? Bien sûr, c'est une métonymie. Alors, la phrase B. Le vélo a crevé. Est-ce que tout le vélo pourrait crever? Non, bien sûr. Qu'est-ce qui creve au niveau d'un vélo? C'est juste le pneu. Alors ici, au lieu de dire le pneu a crevé, on a remplacé le pneu par le véhicule tout entier, c'est-à-dire par le vélo tout entier. Alors c'est une figure également de quoi? De synecdoque. D'accord? La troisième phrase, ou bien la phrase C, il rencontre de nouveaux visages. Rencontrer un visage. Alors, ça veut dire quoi? J'ai rencontré de nouveaux visages. Là, on n'a cité que la partie du visage pour désigner les personnes. J'ai rencontré de nouvelles personnes, bien de nouveaux individus. Alors, également ici, on a désigné une partie pour le tout. Il s'agit bien évidemment d'une synecdoque. Et finalement, vous avez « Je suis un apprenant de la langue de Molière ». La langue de Molière, c'est une expression. Alors, je parle ici de quelle langue? Je parle de la langue française. La langue française, elle a comme périphrase la langue de Molière. Et bien sûr, cette phrase représente une figure de périphrase. D'accord? Alors, voici les réponses. Alors, j'espère que cette séance de révision de ces 3 catégories de figures de style vous serait utile. Alors, j'espère également vous retrouver lors d'une prochaine séance. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Merci et au revoir.